Le Canada, notre pays, on est en train de se faire envahir et il faut faire ce qu'on peut en tant que tel pour pouvoir préserver ce en quoi on croit, la race blanche. Au début des années 80, la crise économique frappe durement le Québec. Elle n'épargne personne. Pour les jeunes, cette crise est une source d'insécurité et d'angoisse. Certains d'entre eux vont alors se tourner vers une certaine forme de contre-culture. Ils vont adopter des comportements extrêmes. C'est ainsi qu'au Québec, on assiste à la montée du mouvement des skinheads racistes de type néo-nazi. Ils sont jeunes, ils sont violents. On mêle pas les oranges avec les pommes, asti, on mêle pas les nègres avec les blancs, câlisse. Canada, c'est blanc, Chris. Chacun dans son pays, c'est le best. Les skinheads racistes réclament l'expulsion des immigrants. Ils sont aussi pour l'extermination des Juifs et des homosexuels. C'est le discours traditionnel des racistes d'extrême droite, basé sur la suprématie de la race blanche. En plus des skinheads radicaux, il existe au Québec, depuis un an, une cellule locale du Ku Klux Klan américain, longitude 74. Vous êtes pour l'apartheid? Oui, monsieur. Vous seriez pour qu'on vienne ici à l'apartheid? La ségrégation, c'est la meilleure solution. Au Québec, tous les groupes racistes d'extrême droite sont influencés par des organisations étrangères. Le mouvement skinhead est issu d'Angleterre et la section locale du Ku Klux Klan québécois est contrôlée par la maison mère américaine. Deux tendances, deux pays, mais une seule philosophie, la division des races et le pouvoir blanc. Pour ces mêmes principes, Hitler a déjà tué 6 millions de Juifs, l'équivalent de la population du Québec. Le 13 octobre 1989, au Spectrum de Montréal, 40 jeunes skinheads néo-nazis attaquent à coups de barre de fer des gens qui sont venus assister à un spectacle du groupe antiraciste français, les Béruriers Noirs. Il y a une quarantaine de skins nazis qui sont en venus tranquillement au commencement. Puis quand ils sont arrivés près, ils se sont mis à courir et à cogner sur le monde. Puis moi, vu que j'étais à la fin de la ligne, bien, je me suis fait sauter dessus d'un premier. Fait que là, vu que je résistais puis ils s'en venaient en courant vers moi, bien, ils sont mis à plusieurs pour me cogner. Puis là, vu que je résistais encore, ils ont pris une barre de fer puis m'ont assommé sur le côté de la tête. L'histoire du Spectrum n'est pas un cas isolé. Les cas d'agression impliquant des skinheads racistes à Montréal remontent en fait à 1982. Ce qu'il y a de particulier dans le cas du Spectrum, c'est le caractère prémédité et organisé de l'attaque, mais aussi le nombre de skinheads impliqués, soit plus d'une quarantaine. Moi, je les ai rencontrés après, puis d'après ce qu'ils disaient, ils disaient que c'était des communistes, que c'était des communistes qui voulaient montrer un exemple au monde pour sauver la race blanche, je sais pas quoi. Le 20 octobre 1989, le cimetière juif d'une petite localité française est profané. Des pierres tombales sont renversées et des cadavres sont déterrés. Quelques semaines plus tard, les cimetières juifs de Montréal, Québec et de Trois-Rivières connaissent le même sort. De voir des croix gammées sur des pierres tombales, ça c'est vraiment des actes qu'on peut pas décrire, je peux pas mettre dans les mots. Dans la communauté juive, c'est la consternation. L'enquête relative à la profanation du cimetière juif de Montréal conduit à l'arrestation, en novembre 90, de 3 jeunes skinheads. Il faut savoir que 25% de notre communauté à Montréal, communauté juive, c'est des survivants de l'Holocauste. C'est le plus haut pourcentage dans n'importe quelle communauté juive en Amérique du Nord de survivants de l'Holocauste. Bien peu de gens à Montréal ont entendu parler du rituel de la camionnette blanche. Un rituel qui aurait eu lieu dans les rues de Montréal entre novembre 88 et mars 90. Des jeunes skinheads, sous l'effet de l'alcool, partent à la chasse dans une camionnette. Leur gibier, les immigrants. Vous aviez du plaisir à frapper les gens comme ça? On avait du plaisir à faire ça, hein. On battait le monde, là. On battait le monde, puis on partait en riant après ça. On crachait dessus, les gars étaient à terre, 3-4 gars à terre, puis tout, puis... J'aime pas ça parler de ça, moi. Il y aurait eu à Montréal 3 générations de camionnettes blanches.
ce fameux rituel aurait fait plus de 200 victimes. Germain, 18 ans, a goûté à la sinistre médecine des skinheads racistes. Le vendredi 25 septembre 1989, à 3 heures du matin, Germain entre chez lui après une partie entre amis, quand soudain... Ils sont sortis, et puis ils étaient une petite gang, puis ils m'ont sauté dessus. Puis je me suis fait taper. Il y en a qui se sont fait pisser dessus, il y en a qui se sont fait cracher dessus. Un coup de pied dans la face, on les écorchait à la face à terre sur le trottoir. Moi, j'ai un flash à un moment donné que je tenais quelqu'un par les cheveux puis que j'y rampais à la face. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler des cas d'agression commis par les skinheads racistes? Pourquoi la police a-t-elle attendu à l'automne 90 pour effectuer les premières arrestations relatives au dossier des camionnettes blanches? La réponse à ces questions se trouve en partie dans le silence des victimes. Un silence motivé par la peur des représailles. Germain, par exemple, n'a jamais porté plainte à la police à la suite de son agression. Je me suis aperçu que c'était une erreur de ne pas porter plainte à la police parce que j'aurais pu leur donner des informations et aider à arrêter la vanne à temps. Il y en a pas eu juste une, de toute façon. Je comprends pas pourquoi la police n'a pas agi, tu sais. On n'a jamais eu de contrôle, rien. C'est possible que ça allait exister sur notre territoire ou ailleurs. Mais de là, est-ce que la police n'a jamais rien fait? La police fait quoi lorsqu'on le rapporte à la police? Une autre cible des skinheads néo-nazis, ce sont les homosexuels. Douglas M. a passé 2 mois et demi dans le coma. Il est bien placé pour en parler. J'ai reçu 5 à 6 coups de couteau au cou, à l'estomac, au menton, mais personne n'a volé mon argent. L'histoire de Douglas M. n'est pas un cas isolé. L'Association des gays et des lesbiennes contre la violence reçoit régulièrement des rapports concernant des agressions contre ses membres. Ils disent qu'ils veulent nettoyer le village gay des éléments qui sont unnaturally dit en anglais, non naturels. Le 18 mai 1990, au parc d'amusement de la Ronde à Terre des Hommes, une cinquantaine de skinheads attaquent des Noirs. La police intervient et disperse les belligérants. Un peu plus tard, le même soir, dans le métro, les Noirs contre-attaquent. Cette fois, ils sont 250. Les skinheads ne sont qu'une cinquantaine. C'est alors le carnage. C'est comme ça qu'ils veulent, c'est comme ça va se passer. Les skinheads néo-nazis dans le passé les attaquaient. Les Noirs n'étaient pas capables de se défendre. Puis maintenant, étant donné qu'ils savent qu'ils sont capables, mais maintenant, c'est le contraire. Ce sont les Noirs qui attaquent les jeunes skinheads néo-nazis. Moi, le message que je donne aux skins, c'est que fichez-nous la paix. Si vous voulez que nous... On fiche la paix. Fiche la paix. Yes. Parce qu'une journée, là, moi, je vais arriver avec une gang de Noirs, là, puis je vais vous nettoyer. Face à la menace que représentent les skinheads, les Noirs s'organisent. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. En réponse aux événements du Spectrum, la Ligue antifasciste mondiale, un groupe antiraciste blanc, a mis sur pied une escouade de protection. Même réaction de la part des Juifs et des homosexuels. C'est pas seulement dans la communauté juive, c'est dans plusieurs communautés. Qu'il y a des milices dans des autres communautés. Les suggestions maintenant, c'est de faire des patrouilles, qu'est-ce qu'ils appellent les panthères roses, qui vont dans la rue à les heures, tard dans la nuit, dans les quartiers fréquentés par les gays, assurer qu'il y ait une présence de l'ordre de quelque place, parce qu'on ne peut pas se fier sur la police. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes skinheads à adopter des comportements motivés par cette vieille idéologie basée sur la suprématie de la race blanche? C'est perpétuer la race blanche puis envoyer les immigrés chez eux à leur place, ce qu'ils doivent être. En affirmant la suprématie de la race blanche, les adeptes du pouvoir blanc s'objectent évidemment au mélange racial. Pourtant, ce n'est pas d'hier que la science a démontré que le concept même de race pure est farfelu. Le racisme devient donc une affaire purement sociale, mais tout aussi dangereuse. On n'en veut pas de groupes néo-nazis au Québec et de groupes qui font de la propagande de suprémacistes blancs comme eux autres le font. C'est tout simplement ça. Là, c'est les néo-nazis, ça pourrait être n'importe quel autre groupe sous n'importe quel autre nom, sauf que c'est une idéologie qui est très dangereuse et il faut dire non à cette idéologie-là. Skinhead néo-nazi. Depuis quand est-il implanté au Québec? Les skinheads sont-ils tous des adeptes du pouvoir blanc? Sont-ils tous dangereux? Difficile d'y voir clair dans toute cette histoire. La confusion est en fait générale.
Les mouvements punk et skinhead proviennent tous deux d'Angleterre. Si les skinheads sont d'abord des partisans de l'ordre établi, les punks, eux, ne jurent que par l'anarchie, le désordre. Leur style vestimentaire et leur coupe de cheveux illustrent bien leur façon de penser. Pour eux, la société est une grosse farce, mais ils ne sont pas racistes en général. Blanc, noir, vert, bleu, rouge, on s'en calisse. On est tous pareils, on est tous pognés sur la terre, on est tous en train de vivre notre vie. Il faut qu'on se prenne en main pour survivre, tu sais. Les skinheads font leur apparition en Angleterre au début des années 60. Le mouvement ne s'apparente pas alors au racisme. Les skinheads, ce sont des jeunes noirs et des jeunes blancs qui travaillent dans les ports et les chantiers navals. Ils fraternisent, ils sont unis par la conscience ouvrière. Ils sortent dans les mêmes bars, écoutent la même musique. Ils affrontent même la police ensemble lors des émeutes. Les skinheads ont tous la tête rasée, ils s'habillent tous de la même façon. Ils portent les fameuses bottes Doc Marten. C'était pas un mouvement raciste, au contraire, c'était un mouvement antiraciste à la base. Jusqu'à la fin des années 60, lorsque, suite aux problèmes économiques en Angleterre, les ouvriers blancs, les Anglais d'origine, revendiquaient leurs emplois avant les immigrants noirs. Et puis, suite à ça, il y a eu une scission du mouvement. Donc, il y a une partie du mouvement skinhead qui est devenue raciste. Les skinheads d'aujourd'hui ne sont pas tous racistes. Robert a 19 ans, il est un skinhead non raciste. Il est en fait de la tendance des années 60. Pour lui, ce qui compte, c'est la conscience ouvrière et non la division des races. Skin, c'est positif, c'est bon pour la communauté. Avant, c'était bon pour la communauté, pour la famille. C'était toutes des très bonnes valeurs qu'il y avait. Maintenant, c'est arrivé que c'est une affaire croche de terrorisme de rue. Donc, à partir de là, le mouvement skinhead, il y a eu une promotion des groupes d'extrême droite, dont le groupe Screwdriver, dont Ian Stewart, le chanteur, est un ancien cadre de la section jeunesse du Front national en Angleterre. Puis c'est eux qui ont fait la promotion du style skinhead raciste et néo-nazi. La musique de Screwdrivers déborde les frontières de l'Angleterre. Le mouvement skinhead néo-nazi s'internationalise. Il a des ramifications partout dans le monde occidental. Le mouvement québécois n'a certes pas l'envergure de celui d'Angleterre, il est plus ou moins organisé, les adeptes sont moins nombreux, mais ils bénéficient tout de même de l'expérience de leurs prédécesseurs européens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont manipulés par des groupes d'extrême droite. Sauf qu'au départ, l'idée de départ des jeunes, c'est pas de faire partie d'un groupe d'extrême droite, d'aller taper sur des Noirs, d'aller l'attaquer des homosexuels. Je crois qu'au départ, c'est une question de mode, une question de besoin d'identité, de besoin de pouvoir. Et puis, cette énergie-là qu'ont les jeunes adolescents est canalisée par des groupes d'extrême droite pour parvenir à leur fin. Au Québec, la plupart des skinheads racistes sont influencés par des organisations étrangères, entre autres le KKK américain. Les jeunes skinheads trouvent dans le mouvement d'extrême droite une certaine valorisation, un esprit de gang lié à une musique violente à contenu raciste. Ils sont jeunes, influençables. Certains skinheads racistes n'ont que 13 ans. Tout le monde pense qu'on touche aux Blancs, on touche pas aux Blancs, on touche rien qu'aux Tamouls, aux Nègres pour s'immigrer, câlisse. On appelle ces jeunes skinheads des bébés skins. Ils ont entre 13 et 16 ans. Pour certains d'entre eux, toute cette histoire de suprématie de la race blanche n'est qu'un jeu, une mode qui passe avec le temps. Pour d'autres, cependant, le problème est plus important. Ils apprennent le racisme d'abord à la maison par le biais de leurs parents. Ces mêmes jeunes fréquentent des écoles où les communautés ethniques sont de plus en plus présentes. Ils perçoivent alors ces nouveaux venus comme des ennemis. Est-ce que ça a déjà arrivé que vous avez frappé des Noirs? Ben oui! Ouais. On n'est pas raciste parce que je suis fier de dire, moi, on se promène pas avec des lacets blancs et des affaires de même juste pour le trip. On se promène pas, nous autres, on s'identifie pas au skin juste pour dire pour que les filles nous courent après, t'sais. Moi, je suis skin, je suis fier d'être skin, puis j'en ai frappé, puis je suis fier de dire que j'en ai frappé, moi. Le racisme de ces jeunes skinheads est récupéré et canalisé par les groupes d'extrême droite. Les bébés skins sont en fait très utiles pour ces groupes. Protégés par la loi de la protection de la jeunesse, ils peuvent commettre des actions violentes. Ces bébés skins sont zélés, ils recherchent l'éclat, la reconnaissance.
Le monde, ils disent qu'on est des trous de cul, qu'on fait rien. Qu'est-ce qu'on fait, ça sert à rien. Pour l'environnement, par exemple, aller porter une canette au dépanneur, là, c'est un grand geste. Mais nous autres, devenir skin, c'est pas un grand geste, ouais. C'est un grand geste de faire sortir la race noire du pays. Le rêve du bébé skin, c'est de faire partie un jour d'une organisation skinhead raciste d'extrême droite. La carrière du skinhead raciste est relativement courte. Ses actions violentes ont au fait d'attirer l'attention de la police. Il a souvent des démêlés avec la justice. Il change alors son image vestimentaire et il se laisse pousser les cheveux. Au-delà de l'image, cependant, demeure l'idéologie. Il est encore un partisan de la lutte pour la suprématie de la race blanche. Il a un emploi stable, il s'infiltre dans la société, il est plus difficile à repérer et il est tout aussi dangereux. J'ai l'intention de travailler puis de monter haut pour quand je parle, ça veut dire quelque chose. Tu penses que si quelqu'un un noir sur un trottoir, il va crisser son camp chez eux? Moi, en tout cas, la seule chose que j'aimerais sur la tête, c'est qu'il y ait la paix tout partout. Comme ça, s'il y aurait la paix tout partout, tous les immigrants resteraient chez eux. T'sais. Moi, je serais plus pour les assimiler, les restes, pour qu'ils restent où ils sont. Faut pas qu'ils montent plus haut qu'une certaine limite. Bien qu'il soit très jeune, bien qu'il n'ait jamais connu la guerre, les skinheads racistes sanctifient le triste génocide juif conduit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour ces jeunes, Hitler est un demi-dieu, un gourou. Il a utilisé le matériel qu'il y avait. S'il y avait des juifs, bon, ben, il a coupé des cheveux pour faire des tapis ou des choses comme ça. Je veux dire, je trouve que c'est pas mal intelligent. T'sais. Il s'est servi des ressources qu'il avait pour aider son pays. T'sais. Toi? Je dirais que l'extrémisation des Juifs, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est plutôt de la façon qu'il l'a fait. L'expérimentation génitale, tout ça, je sais pas. C'est pas mal barbare. Mais le fait qu'il l'ait fait, il l'a fait pour une bonne cause. Là, je suis d'accord. Carlsbad Spring, Ontario, les 1er, 2 et 3 juillet 1990. C'est la fin de semaine de la Fête du Canada. Pour une deuxième année consécutive, 250 partisans de l'idéologie du pouvoir blanc et les dirigeants des principaux mouvements d'extrême droite du Canada se réunissent sur les terres de Ian MacDonald, un ancien haut fonctionnaire fédéral. Des skinheads montent la garde pour chasser les curieux, la police et les médias. Lors de ces réunions, on effectue des exercices paramilitaires, mais on apprend également à fabriquer des cocktails Molotov et à faire sauter des voitures à la bombe. Ces jeunes-là, toute la fin de semaine, ça se vante de leurs exploits, des agressions contre les Noirs. Ah, moi, je n'ai tapé 5 Noirs la semaine passée. Ah ouais, moi, je n'ai tapé 4-5. Et on s'organise dessus. Bon, souvent, il y en a qui se rencontrent à ces places-là. Ils s'organisent de plus en plus, tu sais. Je veux dire, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils ont le droit de se rencontrer. Après la pause, nous allons pénétrer à l'intérieur de l'organisation skinhead d'extrême droite néo-nazie, Arm Skin. Vous savez pourquoi on est ici? On est ici pour défendre ce en quoi on croit, la pureté du sang et de l'honneur de notre pays. Parce qu'on n'en a pas besoin ici, c'est un pays blanc. Il faut qu'on le préserve comme étant un pays blanc. Faut pas se laisser avoir par les races ethniques qui viennent ici pour voler nos femmes, nos jobs, notre argent. Le gouvernement les aide, puis c'est pas bien. Il faudrait partir de notre propre gouvernement pour pouvoir tout bien protéger. Ce drapeau-là signifie beaucoup, celui-là aussi, celui-là et celui-là. C'est tous des drapeaux qui signifient la pureté et la liberté dans un pays. Arm Skin, Aryan Resistance Movement, ou en français le mouvement de résistance arien. C'est le plus important groupe skinhead néo-nazi raciste au Québec. Les membres sont peu nombreux, mais plusieurs ont un dossier criminel chargé à la suite d'agressions racistes. Les membres du mouvement de résistance arien sont des skinheads racistes, mais ils sont plus excessifs et plus radicaux aussi. On ignore comment cette organisation finance ses activités, mais on sait qu'une partie de leurs revenus provient de la vente d'articles en tout genre à caractère raciste. Le mouvement est tout à fait contre le divorce et l'avortement. Selon eux, la lutte qu'ils livrent pour la suprématie de la race blanche finira par triompher au Canada à plus ou moins long terme. Ils sont convaincus que la majorité silencieuse est derrière eux.
Doit-on prendre au sérieux un groupe comme le mouvement de résistance arien? Il est vrai que ce genre d'organisation n'a pas de base très solide. Il est vrai aussi que la situation d'une ville comme Montréal n'est pas comparable à celle de Paris ou New York. Mais le mouvement de résistance arien est tout de même soupçonné par la police d'être à l'origine de plusieurs actions criminelles reliées au racisme d'extrême droite. Le Ku Klux Klan est arrivé au Québec il y a 1 an. Sa réputation a précédé depuis longtemps sa venue. Le Ku Klux Klan est une organisation américaine née au Tennessee en 1865 à la suite de la guerre de sécession qui mettait un terme à l'esclavage des Noirs. La mission des fondateurs, intimider et terroriser les Noirs du Sud. Est-ce que vous avez l'intention de pendre des Noirs dans les rues de Montréal? Oui, non. On n'a pas l'intention de pendre qui que ce soit, de lyncher quiconque. Nous sommes entièrement contre la violence. Nous autres, ce qu'on fait, c'est se montrer, passer des tracts, parler avec les gens, leur montrer le danger réel de l'invasion des gens de couleur. En 1925, le Ku Klux Klan comptait 5 millions de membres, dispersés dans plus de 40 États américains. Cette organisation a fait couler beaucoup d'encre et de sang. Certains parlent de 10 000 meurtres et des milliers d'agressions racistes aux États-Unis. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan a perdu beaucoup de ses effectifs. Une dizaine de milliers de membres, souvent ridiculisés. Si le Klan n'est plus ce qu'il était, il joue encore un rôle de premier plan dans le racisme aux États-Unis. Au Québec, la cellule locale du KKK s'appelle Longitude 74. Elle s'identifie comme une cellule modérée. Il y a d'autres places aux États-Unis qu'ils sortent les armes puis ils se battent. Vous n'avez pas l'intention de faire ça ici? Aucunement. Si on est attaqué, on n'aura pas le choix de se défendre, mais on n'ira pas attaquer. Longitude 74 compte bien créer des cellules un peu partout au Québec dans les mois à venir. Le groupe de Montréal est chapeauté par le KKK américain. Les dirigeants ont été formés et accrédités aux États-Unis. Longitude 74 finance ses activités, à même les dons de ses membres, et les cotisations annuelles sont versées à l'organisation centrale aux États-Unis. Si la cellule se dit indépendante de ses voisins du Sud, elle suit quand même l'idéologie et les directives données par les Américains. C'est du moins ce que prétend le grand Cyclope Altier, le chef du KKK au Québec. On a des liens aussi avec les États-Unis, mais c'est des liens plutôt techniques. C'est qu'ils nous donnent un coup de main comment... ils nous ont donné un coup de main comment partir le Clavern. Le Clavern, soit dit en passant, c'est une cellule du clan. Si le KKK n'a plus l'envergure d'antan, il demeure quand même le pilier idéologique et opérationnel du pouvoir blanc aux États-Unis. Avec le temps, le KKK est devenu moins violent, mais il pratique de plus en plus une stratégie qui lui a porté fruit dans le passé, celle de l'Empire invisible. Cette stratégie consiste essentiellement à placer des membres de l'organisation dans les sphères du pouvoir politique afin de promouvoir leurs intérêts. Le KKK se sert aussi beaucoup des médias pour passer son message et redorer son image. Empire Invisible, qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, c'est avoir une bonne image, avoir des meilleurs contacts avec les gens en ayant une bonne image. C'est pas en faisant du lynchage puis de la violence que les gens vont nous accueillir à bras ouverts. Hein. Alors, est-ce que vous êtes raciste? C'est quoi, là? Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes réalistes. Nous sommes réalistes parce qu'on sait que les races différentes, ça se mélange pas. Ça occasionne de la violence. Ça occasionne des frictions. D'ailleurs, pour l'école, nous proposons, nous autres, qu'il y ait des écoles uniquement pour les Blancs puis uniquement pour les Noirs. Que dire de la cellule québécoise du clan? Une chose est sûre, en tout cas, la liste de ses ennemis est longue. Elle ne comprend pas que les Noirs. Il y a aussi les Juifs, les communistes, les athées, les homosexuels, les Asiatiques, les humanistes et aussi les avorteurs. Bon, nous autres, on veut défendre, c'est ça, notre culture, notre race, notre religion chrétienne. Et aussi, on veut que les gens respectent les mœurs. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les mœurs, ça s'en va un peu sur le démon, ça. Le KKK a son propre folklore, ses propres rites. Celui de la croix brûlée est d'inspiration chrétienne, car le KKK se proclame une organisation chrétienne. Au Moyen Âge, ce rituel était pratiqué lors des guerres quand les villages étaient menacés par les envahisseurs.
La croix en feu, visible de loin, avait pour fonction de rassembler la population en vue de la défense du village. Elle annonçait par le fait même aux envahisseurs que le village se préparait à l'attaque. Il servait de ça pour attirer les gens de race blanche, pour dire vous êtes en danger, tout ça. Mais aujourd'hui, on garde le même rituel. Ça fait partie de nos coutumes. Pour les membres du Ku Klux Klan, la croix brûlée, c'est la lumière de Dieu qui éclaire les ténèbres. En illuminant la croix, les clanistes purifient et fortifient leurs vertus en détruisant leurs vices par le feu. Les membres du KKK brandissent la Bible et s'appuient sur un Dieu raciste, tout en étant à la fois anti-juif. Dieu qui parle de tolérance et d'amour permettrait le racisme? C'est en quelque part une incongruité, non? Dieu permettrait la ségrégation. Dieu permettrait la ségrégation parce qu'il a créé les continents. Il a créé des races qui s'adaptent à ces continents-là. Parce que Dieu a créé ça comme ça, il ne faut pas le changer. Existe-t-il des liens privilégiés entre le KKK et certains groupes de skinheads néo-nazis? Il semble que oui. Aux États-Unis, par exemple, le KKK fait beaucoup de recrutement au sein des groupes de skinheads. Au Québec, les deux mouvements sont embryonnaires et déjà des skinheads néo-nazis du mouvement de résistance arien joignent les rangs du KKK. Le grand Cyclope se défend bien cependant de les utiliser comme bras de fer. Je peux vous dire une chose, qu'un de mes membres qui avait fait une couple d'années de ça, du lynchage envers des groupes visibles, puis depuis qu'il est venu avec nous autres, il a complètement changé. Le gars, il est doux au bout. Il est super correct. Parce que justement, à force de parler, d'éduquer nos membres, ils sont plus intéressés. Ils s'aperçoivent de l'erreur qu'ils ont faite dans le passé. Donc, vous reconnaissez que certains de vos membres ont eu des actions violentes par le passé, dans le même passé. criminelles. On parle actuellement, il n'y en a pas. La création d'une cellule du KKK à Montréal confirme que l'extrême droite raciste fait lentement son chemin au Québec. En fait, les noms et les costumes peuvent bien changer, mais les objectifs sont les mêmes. La lutte pour la suprématie de la race blanche. Au Québec, l'expérience de pays comme la France ou encore les États-Unis est riche en enseignements. Un bon leader, avec le nombre d'individus qu'on connaît reliés au phénomène skinhead, prêt à passer à l'action au niveau raciste, c'est sûr que ça pourrait être dangereux. Ça pourrait engendrer de la violence à Montréal. Et on sait que la violence engendre de la violence, donc on aura probablement des difficultés à contrôler ce phénomène-là. Pour l'instant, on n'en a pas, on n'en veut pas, on n'en connaît pas, puis espérons qu'on n'en aura pas de sitôt. Au Québec, pourtant, aucune accusation n'a encore été portée contre des groupes qui font de la propagande raciste. Prenons l'exemple des objets à caractère raciste. On en retrouve une multitude dans plusieurs boutiques rock, à Montréal notamment. Ne devrait-on pas faire pression auprès des marchands pour qu'ils retirent ces objets de leurs tablettes? Doit-on faire tout un plat avec la montée de l'extrême droite raciste au Québec? N'indique-t-elle pas une certaine insécurité chez les jeunes, une peur de l'avenir? Une chose est sûre en tout cas, le racisme prend souvent sa source dans le milieu familial. Je suis pas devenu raciste quand j'ai commencé à être skin. Ça fait bien longtemps. J'ai été élevé dans du monde qui était raciste. J'ai été élevé avec des problèmes raciaux et tout ça chez nous. Quand j'étais plus jeune, mon père m'a déjà dit « Arrive jamais avec un noir à la maison parce qu'on venait dehors, tu sais. » La Ligue antifasciste mondiale existe depuis 2 ans. Cette organisation est essentiellement composée de jeunes qui s'opposent au racisme et au pouvoir blanc. Le discours est radical et le message livré aux parents est très clair. Les parents qui vont appuyer leurs enfants qui sont néo-nazis au racisme, sont aussi bien de leur acheter un AK-47 pour que leurs enfants aillent faire une tuerie. Les encourager, c'est les amener à ça. L'objectif fondamental de la Ligue antifasciste mondiale est de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'extrême droite raciste. Elle réussit même à convertir certains skinheads néo-nazis. J'ai été brainwashé. On était une gang, tu sais, puis il y avait les leaders là-dedans, puis... Tu sais, je veux dire, quand tu vis dans un milieu, là, si tu vas vivre dans une commune, si tu vas répandre l'amour, ils vont finir par t'incruster ces trucs-là dans toi, l'amour, la religion,
des trucs comme ça. Si tu vis dans un milieu violent, bon, ben, tu finis par l'être. Surtout quand tu es influençable comme nous autres. Comme je le répète, je vais toujours le répéter, on a des gros problèmes de comportement pour être là. OK? C'est un mal de vivre face à la société puis tout ça. Le jeune restera toujours marqué. Qu'il ait été 2 ou 3 ans dans le phénomène skinhead, t'es obligé de se couper les cheveux, t'es obligé de se battre, que ce soit au niveau raciste ou autre, il va rester marqué. Est-ce qu'il va s'en sortir? Espérons-le. Mais si ses parents s'en occupent pas immédiatement, il va peut-être avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir. Le Canada, notre pays. Grand. Le Canada, notre pays. On est en train de se faire envahir. Cette crise est une... Ils sont violents. Les skinheads racistes réclament l'expulsion des immigrants